Au Rajasthan, il y a ce qu'on appelle des baoris. En fait, les baoris sont des puits où les villageois viennent chercher l'eau. C'est un pays, enfin, c'est une région de l'Inde assez désertique. Et donc, ce sont des puits en forme d'escalier, qui ont des escaliers pour descendre, accéder à l'eau. D'un seul coup, il y a des femmes qui sont arrivées, je crois qu'elles étaient 5 ou 6, 5, 6. qui sont arrivées avec leur linge. leur linge, et puis qui ont commencé à dévaler ces escaliers sans faire attention à nous. Et elles sont descendues chercher l'eau, et puis il avait un peu de linge en bas, quoi. Et pareil, donc du coup, là, on a commencé à faire des photos, et puis après, elles ont fait leurs affaires en bas, elles ont lavé leur linge, et elles sont reparties, on a attendu qu'elles repartent. Et voilà, ça n'a pas duré longtemps, mais pour moi, c'est une de nos photos vraiment que j'aime beaucoup, voilà, pour ces raisons. C'est un peu le moment de grâce, on va dire. Ouais. Tu attends sans pouvoir être sûr que tu vas pouvoir capter une image, qu'elle soit belle ou pas belle. Enfin, ça, de toute façon, on ne sait jamais sur l'instant même. Mais à ce moment où c'est très beau, un bel endroit dans lequel tu peux t'imprégner, tu regardes, c'est beau, tu l'admires, et tu attends évidemment qu'il se passe quelque chose puisque c'est humain. Et c'est comme un coup de grâce. Effectivement, ces femmes, les Indiennes, elles sont magnifiques avec leurs saris, des couleurs chatoyantes, souvent rouges, jaunes. Vraiment, voilà. Donc c'est des belles silhouettes là, comme des petites statues un peu qui arrivent comme ça sur ce beau fond très patiné. Sur ce graphisme avec toutes ces marches qui descendent. Et là, il a fallu faire vite, effectivement. Donc c'est un peu notre manière de travailler. On est un peu comme des chasseurs qui attendent une proie au bon moment. La bonne image, c'est bon. Là, c'est vrai qu'on avait c'est pas vraiment une attente, mais on a une petite frustration. Mais c'est aussi souvent, c'est quand on s'attend pas du tout à faire une photo. Moi, j'ai aussi un autre souvenir. C'était au Népal où je marchais beaucoup. J'étais dans l'ouest du Népal. C'est déjà au moins 15 jours que je marchais. Et puis, là, je passais un col, donc il y a toujours un peu un moment on est un peu essoufflé, un peu fatigué. Depuis le matin, on marche et ça fait des jours. Et puis donc, heureusement, j'avais toujours mon appareil autour du cou. Et puis j'arrive en haut de ce col, et là, il y avait une porteuse, mais alors dans le contexte d'une beauté assez incroyable. Et puis elle était avec un groupe de porteurs, et puis ils partaient vers les régions d'origine tibétaine pour livrer du riz. Voilà, là aussi, je sais pas, j'ai été saisi par cette fille qui était là en train de se reposer, prête à repartir avec ses amis. Et donc j'ai fait une photo, mais vraiment, je ne pensais pas faire une photo. Là, je pensais juste poser mon sac et souffler avec mes porteurs. Et voilà, c'est un autre exemple. C'est une très, 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 très belle photo, celle-ci, un très beau portrait. J'ai commencé effectivement par le Népal, comme je disais, des régions de plus en plus éloignées, et puis tout doucement ça m'a donné envie d'aller voir de l'autre côté de la frontière. Donc j'ai continué sur l'Himalaya, j'étais vers le Ladakh et ensuite vers le Pakistan. Et puis tout doucement, j'ai commencé aussi à tomber amoureux du Pakistan. Je trouvais que c'était également un pays fascinant avec des traditions millénaires et puis dont on n'imagine même pas. Moi j'ai découvert le soufisme, j'ai découvert beaucoup de traditions dans ce pays et donc j'ai passé beaucoup de temps aussi entre le Népal et le Pakistan. L'Inde c'est venu un petit peu par la suite parce que c'était aussi la suite logique quand on commence à s'intéresser au sous-continent indien. Je sais pas, ne serait-ce que si on parle de l'empire moghol, il faut bien sûr qu'il y a beaucoup de choses au Pakistan, mais il y a aussi beaucoup de choses en Inde. Pareil, le soufisme, il y a des tombes de grands saints soufis qui sont très intéressantes au Pakistan, en Inde, excusez-moi. Donc voilà, ma démarche a été vraiment toujours d'essayer de connaître en profondeur un pays et puis d'aller voir un petit peu à côté les liens qu'il pouvait y avoir entre ces pays. Comprendre pourquoi il y avait des populations qui n'avaient pas les mêmes têtes dans le même pays. Donc comme ça, j'ai commencé à passer aussi les frontières vers l'Asie centrale. J'ai découvert le Xinjiang, qui est une province chinoise qu'on appelle le Turkestan, donc ce sont des populations qui viennent des peuples nomades d'Asie centrale. Bien sûr, j'étais en Ouzbékistan, mais qui lui était déjà beaucoup plus soviétisé. Et puis c'est comme ça en fait ensuite j'ai rencontré Toul. On s'est rencontrés. Et puis elle m'a ouvert les portes de son pays, quoi. De la Mongolie, donc. Donc j'ai découvert la Mongolie avec Toul, et puis tout ça en fait avec une certaine logique dans la démarche en fait. Même moi, quand j'ai effectivement commencé à voyager en tant que voyageuse d'abord, et ensuite effectivement avec un regard de photographe, avec Bruno en tant que photographe, que j'ai vraiment découvert ce que c'est la Mongolie. Pour moi, avant, c'était... je vivais en Mongolie, je faisais mes études dans la ville, à Ulaanbaatar. Ensuite, je passais mes vacances d'été d'enfance, on va dire, plutôt chez ma grand-mère, dans la steppe, donc dans la yourte, sous la yourte.
Et quand on a grandi comme ça, dans un vrai pays de liberté, on va dire, d'espace infini, on ne se rend pas compte qu'on a cette chance de vivre dans ce genre de liberté. Et ça nous paraît banal. Et donc c'est plus tard, effectivement, après avoir voyagé dans différents pays, entre autres effectivement en Asie centrale, l'Inde, effectivement aussi Pakistan, qu'on découvre. Et puis j'ai vécu aussi en France, j'ai fait mes études, que je commence à effectivement me rendre compte que la Mongolie c'est un pays, le dernier pays nomade, et qui est un pays vraiment unique. Et que j'ai eu aussi cette chance d'avoir grandi pardon, dans ce pays. Je courais pieds nus et il pleuvait. Vraiment, c'était la nature, en symbiose, on va dire, avec la nature. C'est un pays 3 fois grand quand même que la France et très très divers, mine de rien, parce qu'on pourrait dire la Mongolie, bon, c'est la steppe infinie, mais en fait non. Effectivement, c'est grand, donc il faudrait traverser pas mal de kilomètres avant de pouvoir découvrir un autre paysage, mais que ça reste quand même très très divers. Et on peut, en empruntant différentes pistes, tomber sur des paysages époustouflants, quoi. Donc y compris de faire des rencontres avec des nomades qui sont là depuis des millénaires, qui vivent du nomadisme, qui ont des troupeaux, qui vivent de leurs troupeaux depuis des millénaires en fait. Et donc qui ont cette tradition, qui ont vécu de père en fils, on va dire, comme ça depuis très longtemps, et qui ont gardé une telle noblesse de vie. Ils manquent en fait de rien finalement. Ils sont autosuffisants, ils ont tout. Et bon, maintenant le modernisme commence à les atteindre évidemment, mais on arrive quand même encore à découvrir des gens qui vivent dans les vallées secrètes, impossible d'y accéder. Et donc voilà, des rencontres comme ça et de se rendre compte que c'est quand même une tradition vraiment unique. Bon, c'est pas pour rien qu'on dit quand même que c'est le dernier pays entier nomade, donc c'est vraiment le cas. Parfois on peut ne pas croiser du tout pendant 2-3 jours, même si on traverse la steppe, des montagnes, des collines, personne. Donc c'est un peu ça, c'est un pays de liberté, d'espace. On respire en fait. Quand on est là, voilà, le regard peut aller très loin, y compris la respiration. On se détend. C'est vraiment une espèce de ressources intérieures que moi, en tout cas, je vais chercher là-bas, en fait. Donc on y va vraiment chaque année. Et aussi la rencontre avec des gens assez uniques, quoi. On part toujours tous les deux. On a une voiture là-bas, bien sûr un 4x4 parce qu'en fait il n'y a pas de route. Et puis on a tout, enfin on est des nomades à notre façon et on a tout notre équipement derrière nous, quoi. Et puis on s'arrête où on veut, on partage des grands moments avec les nomades, on s'installe, on se fait à manger, on étale, voilà, je sais pas, on est par terre, on vit par terre et c'est tellement agréable. Et puis enfin je sais pas, c'est rare aussi un pays où il n'y a pas de barrière, où on peut se dire tiens c'est beau ici, posons notre tente ici. Enfin c'est ça la Mongolie. Et puis partout des chevaux, des troupeaux, des gens accueillants. Ce qui m'a choqué, moi qui ai pourtant beaucoup voyagé, c'est que la porte des yourtes est toujours ouverte, même s'il n'y a personne, même s'il n'y a pas de cheval d'attaché, c'est-à-dire que les nomades sont partis peut-être pour 2-3 jours, leur yourte est toujours ouverte. Ça sous-entend que le voyageur de passage est le bienvenu. Oui, c'est une obligation morale des nomades. Ils sont obligés de donner l'hospitalité aux passagers. Donc tout voyageur peut s'arrêter à n'importe quel moment s'il y a une yourte. C'est sûr qu'il aura quelque chose à manger et il pourrait dormir au chaud. Voilà. Donc ça, c'est on va dire la loi nomade qui a été transmise depuis des millénaires. Le chamanisme, c'est une religion, si on peut dire que c'est une religion. Effectivement, la première religion, la plus vieille et la plus ancienne, et d'ailleurs, je pense, la plus pratiquée encore aujourd'hui en Mongolie. Dans l'âme de chaque Mongol, on va dire, réside quand même quelque chose qui est chamanique. Même s'il peut être bouddhiste ou devenu athée, peu importe, et quelque part en lui, il y a toujours une peur quand il s'agit d'un chaman, par exemple, parce que le chaman il a ce pouvoir d'exorciser, par exemple, voilà, il y a toutes les vertus, il peut soigner, etc. Donc tous les Mongols sont comme ça. D'ailleurs, quand quelque chose ne va pas, bon, ils vont aller voir les moines, ils vont aller voir tout, si c'est chrétien, peut-être, je sais pas, aller prier, et quand ça marche pas, bon, maintenant on va aller voir un chaman. Ils croient que le ciel
est tout puissant et que c'est le Dieu unique. Et que de ça, c'est de ce ciel qu'émanent toutes les autres forces, éventuellement les forces de la terre. Quand je parle de forces, c'est les esprits. Les forces de la terre, du ciel, de l'élément de l'eau, du feu. Donc nous, on doit les vénérer, on doit leur demander de nous protéger. C'est ce que faisait ma grand-mère le matin et le soir, tout en envoyant le lait. Une bonne partie du lait doit être consacrée comme en tant qu'offrande au ciel et à la terre également, tout en leur demandant protégez-nous. On nous interdisait de souiller la rivière, l'eau. C'est quelque part quelque chose qui est très écologique en fait quand on pense aujourd'hui. Comme ça, effectivement, aujourd'hui on a des très belles rivières qui ne sont pas souillées, c'est interdit par notre culture, en fait, qui est une culture assez chamanique. Si tu souilles la rivière en y jetant soit la saleté, soit en te lavant dedans, l'esprit de l'eau va être fâché contre toi et tu vas avoir un malheur. Ainsi de suite pour d'autres choses, pour le feu par exemple, mais pour la terre aussi. Quand on déménage, les Mongols, ils sont des nomades, donc on déménage plusieurs fois par an. Et donc quand on laisse un lieu pour aller s'installer ailleurs, avant tout, le nomade, il vérifie, c'est ce que faisait ma grand-mère, enfin toute sa famille, qu'on ne laisse rien sur là où on a campé pendant, on va dire, 2-3 mois. Et donc on nettoyait scrupuleusement pour que l'endroit qu'on laisse soit vraiment propre, qu'il n'y ait rien. Donc ça, c'est pareil, c'est pour ne pas fâcher l'esprit de la terre. Donc le chaman en question, il doit avoir la force de pouvoir communiquer avec non seulement les esprits du ciel, de la terre et du feu, tout ça, des éléments, mais le plus important, c'est qu'il doit pouvoir communiquer avec l'esprit de son aïeul, qui avait également été chaman. Donc c'est quelque chose qui se transmet de la lignée, de lignée en lignée, et c'est en sorte quelqu'un comme un médium en fait. Donc il doit entrer en transe pour pouvoir communiquer, pour pouvoir voyager au-delà et communiquer avec l'esprit, avec les esprits. Et cet esprit, soit l'esprit du ciel, soit tous les esprits, soit surtout l'esprit de son ancêtre, va pouvoir lui délivrer des messages. C'était quand même une religion qui avait été beaucoup persécutée, surtout à l'époque communiste, comme dans beaucoup de cas, effectivement, les cultes ont été interdits. Donc le chamanisme, bien sûr, a fait partie. Et il y avait quelques chamans qu'on a rencontrés, par exemple, quelques grands maîtres qui ont pu garder un peu l'héritage dans leur petit coin. Bon, la Mongolie, c'est quand même pas toujours facile, hein. Il n'y a pas de route, piste, donc aller chercher les chamans cachés dans leur région, dans leur petite vallée secrète est pas toujours évident. Donc voilà, ça a resté quand même très ancré encore aujourd'hui grâce à des chamans qui ont pu un peu cacher leur culte. Tseren nous disait, donc Tseren, c'est ce vieux grand maître chaman, quand on l'a rencontré, il avait plus de 80 ans. Il nous disait que pendant la période soviétique, il avait enterré tous ses instruments, son tambour, pour surtout pas être repéré, quoi, en fait. Donc, et puis la nuit, il pratiquait les cérémonies. En secret. Et en fait, c'est lui, cette Tseren, donc qu'on a vraiment eu la chance de rencontrer, qui est décédé aujourd'hui malheureusement, qui a créé ce centre d'initiation dans lequel on a travaillé pour. Voilà, c'est les photos qui sont reprises aujourd'hui dans Ultreya. Après la restauration de la démocratie, enfin après l'arrivée plutôt de la démocratie, à partir des années 90, bien sûr, le culte revient, enfin, y compris les vieilles coutumes, mongoles, tout ça, on est autorisé, on va dire, de pouvoir les pratiquer. Et c'était un renouveau, on va dire, des Mongols de vouloir faire renaître leurs vieilles traditions, comme si on voulait s'accrocher à nos racines un peu. Donc voilà, donc chamanisme en fait partie. Pareil, Gengis Khan aussi, parce que tout le monde se proclame aujourd'hui, on est des descendants de Gengis Khan, ce qui est effectivement vrai, mais c'est tellement important pour l'identité, pour la nouvelle identité mongole, qui est un nouveau pays, un jeune pays indépendant depuis 90, on va dire. C'est très important de pouvoir s'affirmer, nous sommes mongols, nous sommes des descendants de Gengis Khan, et nous avons aussi des religions, dont par exemple bien sûr le bouddhisme, qui est une religion, je pense, beaucoup plus pratiquée en général, qui est revenu du coup d'une manière très très importante, et le chamanisme aussi, à tel point que en fait, des jeunes personnes aujourd'hui, ils veulent devenir chaman. Tu deviens chaman si tu es appelé par le ciel, par l'esprit du ciel. Parce que l'esprit te reconnaît que tu es un descendant de chaman, que tu as cette vertu.
Et à ce moment-là, on peut faire une initiation. Donc Tseren, lui, il a créé ce centre justement pour ce but-là, pour pouvoir aider les jeunes personnes qui peuvent être concernées, pour qu'ils puissent devenir chamans. Donc bon, c'est tout un rituel. C'est un lieu qui reste quand même assez secret aujourd'hui, qui est tenu secret par les chamans eux-mêmes. On ne peut pas y aller comme ça, comme pour visiter un endroit touristique, ou voilà, c'est très fermé. Et ça marche par réseau. Et puis c'est très difficile également d'y aller. Il faut une partie en voiture, une autre partie à cheval et une petite partie à pied. Quand on a finalement trouvé ce lieu, on savait qu'il y avait effectivement un endroit... il se passait quelque chose. Voilà, qu'il se passait quelque chose concernant le chamanisme. Là, quand on est arrivé, il a fallu qu'on se purifie d'abord. Il a fallu qu'on se purifie, qu'on passe effectivement sous un espèce de amas de pierres et de branches couverts de katak. Katak, ce sont des écharpes bleues qui est une espèce d'offrande vers le ciel. Donc voilà, il a fallu qu'on passe en dessous de ce monument pour pouvoir se purifier, pour pouvoir finalement entrer en contact avec les chamans et avec les jeunes chamans qui sont venus pour devenir chamans.